On attaque la deuxième journée de notre cérémonie des 30 ans. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes du droit qui vont vous parler de l'accès au droit, des changements de statut. Et c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, l'association fait face à beaucoup de difficultés concernant nos étudiants qui, à un moment donné, se trouvent confrontés à des problèmes. Donc bon, je vous ferai le relais auprès de vos pairs. Merci à toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci au médiateur de la République pour ta présence. Je sais que ton agenda est hyper chargé, mais tu es encore là. Merci aux panélistes qui vont vous parler. Donc, je ne vais pas les présenter parce que Patrice s'en chargera. Mais aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est droit, conditions d'accès à la nationalité, questions pratiques sur les changements de statut, sur les droits des étrangers. Tony Ray, ici présent, nous parlera de tout ce qui est relation avec l'Université Paul Valéry et les recherches qu'il fait au niveau de Dakar. Marie Thiara du GRDR, venue de Paris spécialement, nous avons la primeur, elle nous présentera tout ce qui est projet et accord de partenariat et pour nous accompagner en tant que diaspora entreprenante pour qu'on puisse aussi prendre part à tous les projets qui sont financés, qui peuvent être financés par l'Union européenne. Samba Thiam, qui est ici présent, venu de Dakar à ses frais, va aussi nous apporter des réponses parce que Samba a quand même un parcours assez intéressant. Il a été là depuis plusieurs années et fera un focus sur le parcours des étudiants de 1989 à aujourd'hui. 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Sanoussi campera le décor sur les questions pratiques. Et merci à Patrice qui a voulu aussi être le modérateur de cette rencontre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est un temps d'échange. C'est aussi un temps pour faire le point sur l'Association des Sénégalais de l'Hérault, sur l'engagement bénévole et sur aussi ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Pour construire notre bien commun, il faut que chacun d'entre nous puisse aussi participer. Merci de votre attention et soyez vifs et réactifs avec les intervenants. Merci. Cette table ronde qui n'est pas ronde, hein, vous le voyez, en commençant évidemment par l'extrême gauche, Marie Chiarator, qui est donc chargée de mission à l'organisation qu'elle nous présentera, à l'association donc qu'elle nous présentera, GRDR Migration, Citoyenneté, Développement. Elle a bien insisté sur le fait que j'évoque le titre en entier de son association. À ma gauche, mon collègue de la fac de l'université de Montpellier 3, de la fac de géographie, Tony Ray, donc, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches, spécialiste de géographie physique et notamment du littoral. C'est lui qui peut nous dire si demain nous allons être submergés ou pas par la Méditerranée et à quelle vitesse. Maître Sanoussi Cissé, avocat au barreau de Montpellier, qui va avoir l'honneur et le privilège de parler sous le contrôle de son directeur de thèse, qui est directement à sa droite, chargé de cours également à la fac de droit, et donc je vais lui céder la parole tout de suite, puisque c'est lui qui va dresser le cadre historique. Le professeur Samba Thiam de l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, qui est également avocat, mais au barreau de Paris, directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'UCAD, et à qui je vais demander, s'il le veut bien, de nous brosser alors, puis je vois certains étudiants dans la salle, hein, donc c'est évidemment un exposé qui va les intéresser au premier chef. Eh bien, comment justement on obtient le visa d'étudiant, comment on s'apprête, ce qui a été notre parcours pour certains d'entre nous, comment on s'apprête à partir du Sénégal pour venir suivre des études en France et plus particulièrement à Montpellier. Cher Samba. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer monsieur le modérateur, notre collègue Patrice Ndiaye. Quand je suis arrivé à l'UFR droit de Montpellier, les deux facs étaient ensemble. Faculté des sciences juridiques et politiques et faculté des sciences juridiques, sciences économiques et de gestion. J'ai trouvé un débat entre les profs. La fac doit partir à Richter,
Les traditionnalistes, pas question, les conservateurs, il faut que la fac reste. Et finalement, ils ont fini par scinder les deux. Ils sont partis à Richter, un endroit très agréable. Je voudrais que vous me permettiez de saluer mes collègues panélistes. Marie, je vais les tutoyer. Et puis, j'ai Tonneurier. Sanou, c'est à Dakar que nous nous sommes connus. J'ai fini les études, j'ai soutenu ma thèse. J'ai eu la possibilité de repartir d'où je venais, de la faculté de droit, pour devenir enseignant. Et j'étais venu au master. Droit hospitalier, c'est là où j'ai connu Sanou, qui m'a dépassé. Et devenu avocat qui a soutenu une thèse. Mesdames et messieurs, c'est difficile de parler devant vous. J'ai déjà Alioune Badara Cissé, avocat. Je n'ai pas droit à la parole devant lui, qui est plus ancien que moi. Et j'ai des anciens de Montpellier qui sont là, qui me regardent, qui me fusillent du regard. Je viens de saluer tout à l'heure As. Alors devant As, je tremble, je n'ai pas le droit. Hein, Monsieur Ndoye, dont je viens de faire la connaissance, nous nous sommes connus, nous nous sommes revus. Mais ils sont les premiers, en tout cas avant moi. Ils sont les mieux placés pour vous parler de la condition d'étudiant. Adam, avant toi, si tu le permets, il y a Tierno qui est tout à fait derrière, que j'ai le plaisir de citer parce que nous étions ensemble à la faculté de droit de Dakar comme étudiants et nous nous sommes retrouvés à Montpellier. Et toi, je me réserve, je n'ose pas aller au-delà dans le détail. Il y a même ton prédécesseur qui est tout à fait derrière, le jeune frère, dont je connais très bien la sœur Berry. Vous êtes arrivé, j'étais dans la fac de droit, je suis devenu l'ancien, j'étais le tuteur. À l'époque, je vous regardais de manière exceptionnelle puisque vous aviez des tailles fines. Hein, il y avait... Oui, je m'arrête là. Il y avait ça. La vie a beaucoup changé, a beaucoup évolué. La question est très difficile. Patrice, 89, je ne peux pas vous parler d'avant 89, de 89. Je peux partir des années 90 puisque je suis arrivé à Montpellier en novembre 96. J'ai trouvé un couple français ici à la gare qui avait un papier sur lequel était écrit Samba qui était venu m'accueillir. Alors, comment j'ai quitté? Et je crois que ces années-là, il y avait la liberté. Les étudiants avec les universités. Nous écrivions les universités qui nous répondiez directement. Hein? Maintenant, et tu vois que je vais synthétiser puisque le débat arrivera. Maintenant, il y a un système de régulation, un intermédiaire. C'est le Campus France. Ça n'existait pas avec nous. Vous écrivez, il y a une commission qui se tient au niveau de l'université qui vous répond. Vous êtes admis, vous n'êtes pas admis, et puis vous avez la possibilité de vous adresser à plusieurs universités. Alors, sachez quand même que je vais insister sur l'université, puisqu'il y a possibilité aussi de parler des écoles et des UT. Il y a certains qui venaient directement, on pouvait... Voilà, c'est ça que j'appelle la liberté, et puis c'est la liberté académique. L'administration n'était pas là, la préfecture n'était pas là, il n'y avait pas cette politique très restrictive, sélective, de maîtrise du flux migratoire, ça n'existait pas. Et je parle sous le contrôle du géographe, qui reviendra tout de suite sur ces questions-là. Donc nous, juste quand on vous dit oui, on vous accepte, alors moi je fais l'exception, je ne veux pas me vanter, et si les plus jeunes étaient là, et qui me permettaient de transmettre le message aux sœurs et frères qui sont encore à Dakar, qui ne sont pas venus, j'aurais dit, est-ce que vous pouvez faire comme moi, attendre d'avoir votre licence, votre master, pour venir en France, puisque j'ai pu facilement trouver du travail. Alors, est-ce que je peux vous dire que j'étais plongeur sur la place Jean Jaurès, mon restaurant que j'ai vu hier, le Tire-Bouchon, c'est la plonge que je faisais. Je ne l'imaginais pas au Sénégal. Je n'imaginais pas que je puisse travailler. Moi, j'étais trop dépendant. Trop dépendant. Je ne pouvais pas me dire que je peux aller au port autonome de Dakar, je peux faire serveur. Non, c'est ici que j'ai appris à faire tout ça, à devenir agent de sécurité. Alors, et moi donc, j'ai attendu de finir mes études à la fac de droit pour venir. C'est le contraire de Tcherno. Depuis la première année, juste après avoir obtenu la prescription, il est parti. Alors, de notre temps,
je ne sais pas jusqu'à vous, après comment ça s'est passé, mais c'était cette relation directe entre les universités et nous-mêmes. Ensuite, par la suite, le Campus France a été créé. Il faut passer par là, il faut constituer un dossier, il y a des frais, et c'est le Campus France qui transmet aux différentes universités. Quand vous êtes accepté, ça revient par là, on vous le dit, et puis il y aura les frais des visas. Permettez-moi de parler des visas, parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, tout le monde le connaît ici. Alors, et puis il y a d'autres personnes qui attendent pour prendre la parole. Alors, le visa. Le visa aussi, il y avait une souplesse. Nous avons coïncidé avec cette souplesse. Je vous ai dit, il y a plusieurs siècles qui sont là. Eux, quand ils venaient, il n'y avait même pas de visa. Vous avez votre passeport, vous venez. Alors, avec peut-être, ils vont me rectifier, une somme. Si vous avez, ça dépasserait à peine 50 000 francs CFA, vous venez en France. Mes parents immigrés qui sont à Paris sont venus sans aucun visa. Donc à l'époque, il n'y avait pas de visa. Alors, mais nous, ça a coïncidé avec les visas, mais là aussi, on est sur le terrain des papiers. Juste si vous arrivez à remplir les papiers, c'est bon, vous aurez votre visa. Mais par la suite, on exige à ce qu'il y ait versement d'argent. Nous, c'est ce papier-là sur lequel il suffisait qu'on voit irrévocable, et c'est bon. Alors, moi, quand j'ai déposé ma demande pour le visa, il n'y avait pas irrévocable. On m'a dit gentiment, repartez pour nous amener une attestation avec le caractère irrévocable. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus possible de nos jours. Alors, et encore que nous ayons bénéficié de ce qu'on appelle la bourse étrangère, parce qu'à l'époque, l'université sélectionnait les meilleurs étudiants des facultés et leur attribuait des bourses d'études. Avec le visa, vraiment, c'était envisageable. Et même quand on venait à vous refuser le visa, je sais que ce n'était pas possible de s'adresser directement au Conseil d'État. Alors, mais c'était comme ça. Alors, il faut s'adresser au ministre pour faire un recours, sinon le Conseil d'État. Aujourd'hui, alors donc pour synthétiser, il y a une commission de recours dont le secrétariat se trouve à Nantes. Alors, mais en réalité, la juridiction, elle est à Paris. Alors, vous n'êtes pas d'accord, il y a un refus, et je crois que la situation aussi a évolué en demandant à l'administration quand même de motiver, mais elle ne motive pas. Elle fait qu'une croix sur une formule stéréotypée. Alors, vous me demandez de fournir les pièces, d'indiquer mes ressources, tout est là. Malgré tout, puisqu'il y a un risque, un doute par rapport à votre âge, par rapport à d'autres circonstances, on rejette votre visa. Malheureusement, on ne vous rembourse pas les frais. Alors, il y a une personnalité de l'État qui est là, je ne veux pas la titiller, mais vraiment, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas nous rembourser les frais après qu'on nous a refusé le visa. Donc, c'est clair dans l'esprit de tout le monde que quand on refuse le visa, c'est la commission de recours. Commission de recours, c'est le tribunal administratif. Et puis ensuite, vous pouvez aller jusqu'à... Mais ça demande des moyens. C'est pénible. Donc malheureusement, une fois qu'on appose le refus, c'est devenu beaucoup plus difficile. Alors s'ils étaient là, et ceux qui sont au Sénégal, je leur dirais, si vous avez la chance d'être dans le domaine de l'excellence, tout devient facile. Donc si vous voulez aller ailleurs, faire vos études, soyez excellent. Quand vous avez la mention bien, d'office, vous bénéficiez d'une bourse d'être étrangère. Alors, tout le monde ne peut pas suivre la même voie. Il faut que d'abord chez nous, qu'on comprenne que tout le monde ne peut pas faire l'école primaire, faire le collège, faire le lycée et aller à l'université. Il faut qu'on accepte la vie ainsi faite. Nous avons des voies différentes. Certains peuvent continuer, mais dire que tout le monde doit être à l'université, ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas voyager. Mais nous nous débrouillons parce qu'en réalité, c'est l'aventure. La vie est extrêmement dure chez nous. Il y a, pour ne pas dire la pauvreté, le sous-développement. Il y a la corruption. Il y a un décalage énorme entre les minorités fortunées et nous, les populations très, très pauvres. Là, ils ont des privilèges, ils ont des avantages. Ils peuvent avoir le visa facilement. Certains, déjà, peut-être avec leurs grands-parents, ont la nationalité française. Ils ont des passeports diplomatiques, mais c'est nous qui souffrons. C'est difficile. Voilà pourquoi nous cherchons coûte que coûte, à défaut de prendre le bateau. Nous avons eu la chance de faire des études avec mon baccalauréat que je cherche à partir. C'est difficile aujourd'hui avec le visa. J'ai tellement de choses à vous dire. Si le président me l'avait permis d'ailleurs, j'allais écrire ce que je dis, mais non. Ce qui est privilégié, c'est le dialogue, c'est l'échange. Quand on me redonnera la parole, j'aurai la possibilité de compléter un certain nombre de détails. Merci. Alors,
Une autre décrit l'évolution effectivement dans le sens malheureusement du durcissement, on l'a bien senti, et je pense que Maître Cissé reviendra quant à l'accès à la nationalité sur le durcissement de la législation. Et est-ce que vous pourriez là encore évoquer le statut, du moins ce qu'emporte l'octroi du visa et pour l'étudiant qui vient du Sénégal, ce qu'il peut faire une fois titulaire de ce visa, ce à quoi il a droit dans la poursuite de ses études ici en France. Alors, il a droit à un titre de séjour. Ceux qui nous ont précédés, je pense, n'en avaient pas besoin. Et puis il va falloir, puisque nous parlons de l'historique, ajouter qu'ils avaient cette chance d'ailleurs, même s'ils ont coïncidé avec le séjour, de voir l'université, la scolarité elle-même s'occuper de leur titre de séjour. Vous n'en avez pas besoin d'aller faire le rang, d'aller passer la nuit. C'est la scolarité qui prépare tout, qui transmet à l'administration. Et ça vous revient, on vous donne votre titre de séjour. Alors c'est nous qui devons aller chercher le titre de séjour. Alors, le titre de séjour, vous demandez naturellement, ce sont les mêmes dossiers que vous avez fournis pour obtenir le visa qui vous permettraient en même temps d'avoir le titre de séjour. Et ce titre de séjour, c'est un titre de séjour étudiant. Si nous reculons un tout petit peu, attention, vous ne pouvez pas avoir le visa touristique et venir ici vouloir étudier. C'est d'abord un visa études, qui est un visa long séjour, environ d'1 an, et puis ensuite qui vous permettrait, une fois que vous arrivez, avec ça, de pouvoir obtenir le titre de séjour. Et il va falloir, les deux conditions restent toujours, elles évoluent de façon très très dure, mais elles sont toujours là. C'est quoi? Ce sont les conditions d'hébergement et ce sont les ressources. Alors, l'hébergement, je salue la solidarité entre nous, Africains. Il y a toujours des amis, quand vous viendrez, il y a toujours des familles qui sont là, qui vous permettraient d'avoir une attestation d'hébergement. Et la solidarité, elle est là. Nous avons même des confréries religieuses qui vous accueillent, matériellement parlant. On s'arrange toujours pour vous permettre d'avoir un document et de justifier. Et si vous commencez à travailler, vous avez la possibilité de montrer que vous avez des ressources. Mais c'est devenu pratiquement impossible. Alors, aujourd'hui, si vous avez un visa depuis le pays d'origine, ce visa vous sert en même temps de séjour. Durant cette année où vous êtes arrivé, c'est ça. Je ne sais pas si je peux aborder ce point, extrêmement difficile à savoir. Oui, je suis venu, j'ai mon titre de séjour, je dois le renouveler, et maintenant, j'ai la chance d'ailleurs d'avoir poursuivi mes études de façon fabuleuse, sans aucun retard, de manière excellente, et alors, maintenant, je veux changer de statut. Ça, je pense qu'on l'abordera après. Alors, tu peux l'aborder maintenant si tu le souhaites. D'accord. J'ai la chance de garder le micro, mesdames et messieurs. C'est la dernière question. Oui, c'est la dernière question, entendu. Alors, je reviens sur le fait que nous pouvions, à l'époque, changer de formation. Je suis venu à la faculté de droit, finalement, je laisse la faculté de droit, je vais à la faculté des lettres, je fais là-bas AES, je vais chez vous, à Richter, je fais autre chose, je fais une autre formation, et je peux changer, de renouveler mon titre de séjour sans aucune difficulté. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Voilà. Et je peux aussi avoir du retard, faire autre chose, travailler, revenir, me réinscrire, et ensuite recouvrer le séjour. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le préfet, l'administration qui est là, qui est derrière, qui vous talonne, qui contrôle, c'est l'administration qui coupe, qui taille, qui va dire, mais là, vous étiez venu vous inscrire à tel moment, normalement, cette année, vous deviez être en licence 3, et puis ensuite, vous aviez telles études, vous avez coupé, vous avez changé, non, refus. Obligation de quitter. S'ils sont gentils, on va mettre invité à quitter le territoire. Sinon, obligation de quitter. Et puis aujourd'hui, la mode, c'est obligation de quitter le territoire sans aucun délai volontaire de départ. On aurait dû vous laisser 30 jours le temps de vous préparer, mais non, pas question. Et puis les délais ont été tellement réduits, vous n'avez que 48 heures pour critiquer ces décisions qui vous obligent à quitter le territoire. Et pire, interdiction de retour. Vous êtes parti, vous ne reviendrez pas pendant 12 mois. L'autorité administrative dispose d'un délai de 5 ans pour vous interdire le retour. Parlons maintenant de changement de statut, de notre temps. J'ai l'habitude toujours de dire, avant moi, je n'ose pas en parler. Mais à partir de moi, les années 90, changer de statut, c'était pas trop difficile. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais plongeur. J'ai demandé à changer de statut en tant que plongeur dans ces sociétés où je travaillais. Et j'ai préparé. Bon, s'ils sont là les plus nouveaux, préparez-vous dès maintenant,
Il ne faut pas attendre de finir. Moi, c'est déjà avant de terminer. Et pourtant, j'étais sûr de m'inscrire en thèse de doctorat. J'avais ma bourse que j'ai commencé à lorgner, à voir comment je préparais ma fin d'études. Alors, vous demandez à être serveur, vous demandez à être manager. Et on n'observe pas trop la cohérence entre les études que vous avez menées et cet emploi que vous allez exercer. Donc, nous avons eu encore la chance de rencontrer cette souplesse. Mais après, les choses sont devenues extrêmement dures. Je dois juste simplement de vous parler de l'existant, du droit positif. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez changer de statut, je dois d'abord ouvrir une parenthèse. J'avoue que vous avez une chance que nous n'avions pas. On vous permet au moins, quand vous finissez vos études, de disposer de ce qu'on appelle une autorisation provisoire de séjour. On vous laisse, ça c'est la loi qui l'a dit. Vous avez 1 an, vous avez la possibilité pendant 1 an, de chercher un emploi. Mais là aussi, c'est un tout petit peu serré qui coïnciderait avec la formation que vous avez faite. Alors, si vous avez la chance d'obtenir cet emploi, et ce qu'on n'oublie pas, hier nous l'avons abordé, c'est extrêmement important, sachez que vous pouvez créer votre propre emploi, entreprendre, créer votre entreprise. Et avec ça, vous pouvez changer de statut. Vous allez donc, si vous avez la chance d'obtenir un emploi, si vous avez la chance de créer votre propre entreprise, de disposer d'un titre de séjour. Ce qui est difficile, si vous avez la chance d'avoir un emploi, un changement de statut, mais tout est calé à l'emploi. C'est-à-dire le travail que vous avez obtenu. La préfecture vous dit, OK, on accorde. Vous savez que ça passe par la directe. Il faut une autorisation de travail dans tous les cas. Cette autorisation de travail a été accordée, mais c'est juste par rapport à l'emploi que vous avez obtenu. Ça veut dire quoi en conséquence? Si vous veniez à perdre cet emploi, si entre-temps il y a eu des difficultés, vous perdrez votre titre de séjour. Vous redeviendrez sans papier. C'est difficile. C'est pire. Alors, je m'en vais quand même, à partir du moment où ma conscience me dit « tu commences à exagérer, à monopoliser les micros », je m'en vais quand même vous dire que pour le Sénégal, puisque nous parlons du Sénégal, fait partie de ces pays qui ont signé une convention de réciprocité avec la France. Sachez que nous avons une convention de réciprocité, vous savez que nous avons un accord qui dit à la France « permettez aux Sénégalais quand même de pouvoir obtenir du travail dès qu'ils finissent ». Nous pouvons nous baser sur cet accord. Quel est l'avantage? C'est de pouvoir dire à la France, vous n'allez pas nous opposer la situation de l'emploi. Puisque normalement, il faut passer par le pôle emploi. Il faut avoir cherché. Il faut rentrer dans l'offre d'emploi de façon générale. Et puis, il y a on ne dit pas, on dit situation de l'emploi, mais en réalité, c'est la priorité nationale. Alors, pour les Sénégalais, cet accord nous protège, puisqu'il nous permet de dire, j'ai le droit de chercher du travail sur la base de ça. Mon employeur n'a pas à passer par le pôle emploi. Et puis, si ça marche, je suis recruté. Nous avons aussi droit à une carte de résident. On a tellement de choses à dire. Je te remercie de m'avoir donné la parole et j'aurai le plaisir d'écouter les autres. Merci. Occasion effectivement de continuer la discussion. Alors là, je vais, en m'excusant auprès de Maria Chiaras, me tourner vers Tony Ray, puisque nous avons évoqué Paul Valéry, les échanges d'étudiants, les différentes étapes de l'accès au statut d'étudiant, le changement de statut. Alors, première question à Tony. Quelle est la réalité de la présence d'étudiants sénégalais à l'université Paul Valéry en général, et puis particulièrement donc à l'UFR 3, l'UFR de géographie? Alors il faut prendre les 2 micros parce que... Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation, de façon à présenter un peu ces étudiants sénégalais qui viennent à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Et donc, par rapport à la question que tu me poses sur quelques chiffres, j'ai un peu travaillé. J'ai recherché dans les données de l'université. Et voilà quelques éléments. Pour l'université Paul Valéry Montpellier 3, nous avons en moyenne chaque année 90 étudiants. 90 étudiants sénégalais qui viennent à l'université de Montpellier. Et 2018 étant exceptionnel, nous avons 124 étudiants qui se sont inscrits à l'université Paul Valéry. Alors... mais d'une manière, sur 5 à 6 années, on est plutôt autour de 80 à 90 étudiants. Ensuite, concernant le genre, parce que c'est aussi intéressant, disons qu'il y a une répartition 2 tiers de garçons et 1 tiers de filles. Donc la parité n'est pas encore là, mais on peut y travailler aussi. Et concernant ensuite ces étudiants, alors je vais revenir peut-être sur quelques chiffres tout à l'heure, mais peut-être sur les blocages. Justement, tu as parlé de Campus France. Effectivement, ensuite, les demandes remontent à l'échelle des universités,
Et ensuite, les demandes sont réparties au niveau de chaque UFR. Et là, le parcours n'est pas terminé pour ces étudiants, parce qu'ils vont demander, imaginons, s'ils demandent géographie, très souvent, ils intègrent rarement, ils ont déjà une licence 2 ou une 3e année de licence avant de postuler en licence. Et alors là, il y a toute la demande de validation d'acquis. Par exemple, si un étudiant a un niveau de licence 2, il va demander la licence 3, ce qui est logique, mais là, il va y avoir une sorte de pare-feu, si je puis dire, qui demandera à cet étudiant une validation d'acquis, de façon à obtenir des crédits, par exemple, un peu en première année, un peu en 2e année, et intégrer donc une 3e année. Ce qui fait que, c'est plutôt bien, parce que l'étudiant va avoir un panel de compétences supplémentaires. Néanmoins, effectivement, ça rajoute une masse de travail à la licence 3, par exemple, s'il présentait cette licence. Ensuite, autour de cette validation d'acquis, il y a aussi ces pare-feux qui font qu'en fonction de la qualité de l'étudiant, celui-ci peut être refusé par rapport à son niveau. Donc on va avoir plusieurs demandes comme cela de ces étudiants en géographie. Alors d'ailleurs, ça pose un gros problème par rapport au parcours. Quand on a un dossier d'étudiant, moi je l'ai fait il y a quelques années, ces dossiers-là, on a un étudiant qui veut intégrer une licence de géographie, imaginons une 3e année de licence de géographie, et en même temps, dans ses vœux, il va demander économie, sociologie, psychologie. Donc on se dit, mais finalement, quel est vraiment le parcours qui est recherché par cet étudiant? Alors si en plus les résultats sont assez moyens, malheureusement, ça sera un refus pour cet étudiant. Donc il y a aussi tout le parcours qui est à créer, à imaginer. Il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Donc vous voyez que le parcours entre Campus France, les universités et ensuite à l'échelle des départements, c'est pas évident pour un étudiant sénégalais de venir étudier en France. Mais imaginons qu'il a réussi à franchir toutes ces barrières. Il peut arriver donc au département de géographie. Alors d'abord, quelques chiffres d'ensemble, je poursuis. Je vous disais donc 72% de garçons, 28% de filles. 60% de ce corpus va en licence. Donc licence indifférenciée de la première à 3e année. Donc 60%, le maximum d'effectifs donc, se dirige vers la licence. 23% vers les masters. Donc ces étudiants arrivent avec une licence, alors peut-être faite à Montpellier, ailleurs en France ou au Sénégal, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 23% d'étudiants sénégalais qui intègrent les masters donc, de l'université Paul Valéry. Alors répartition 9% en master 1, 14% en master 2. Et deux derniers chiffres, 4% s'inscrivent en doctorat, souvent sous la forme d'une co-tutelle, donc avec un enseignant université de l'UCAD par exemple, ou Gaston Berger, et puis un enseignant à l'université Paul Valéry. Donc 4% donc, qui s'inscrivent en doctorat. Alors je n'ai pas les sujets, uniquement pour la géographie, disons qu'il y a un étudiant tous les 10 ans qui fait une thèse de géographie. Le dernier a fait sa thèse avec moi, donc voilà, j'ai presque quelques repères chronologiques. Et je termine avec un dernier chiffre, parce que finalement on n'arrive pas à 100% si je m'arrête à cela. 13% s'inscrivent pour obtenir un certificat informatique et Internet. C'est le CI2E. Voilà, donc c'est 13% restants qui s'inscrivent pour obtenir ce certificat. Voilà pour les chiffres assez globaux. Et si je fais un petit zoom sur le département de géographie, nous avons 12% d'étudiants sénégalais qui viennent en géographie. Voilà, 12%. Essentiellement, licence, 2e année de licence et 3e année de licence. Ils ont souvent la première année de licence au Sénégal et ensuite ils viennent pour poursuivre leur cursus avec, comme je vous le disais, très souvent l'obligation de passer certaines UE de première année de façon à conforter certaines matières. Voilà pour ces étudiants que l'on a de façon régulière, donc chaque année en géographie. Ce qui manque peut-être, et j'ai pas les chiffres malheureusement, je n'ai pas la continuité. Imaginons mes étudiants arrivent en 2e année, je ne sais pas ce qu'ils deviennent en licence 3, on en perd, il y a une déperdition, et pareil en master. Donc ça c'est dommage, c'est difficilement chiffrable. Effectivement, chacun a son propre parcours.
Mais voilà pour la géographie. Donc ils viennent chercher donc des compétences, notamment autour de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Nous avons 2 parcours en géographie, un parcours environnement et un parcours aménagement. Et disons qu'une grande partie part en aménagement du territoire, qui fait un petit peu moins peur que la partie environnement, plus scientifique, entre guillemets, disons qui fait plus attrait à la géographie physique. Voilà pour cette première question. Peut-être parce qu'en matière d'aménagement, il y a du travail au Sénégal. Donc, on a par contre, d'une université à l'autre, des pratiques différentes. Je vois que dans d'autres composants de l'Université de Montpellier, on ne valide que très rarement, du moins on valide totalement lorsqu'on valide. Et on ne place pas l'étudiant en situation d'avoir à suivre des enseignements de 3e année, de 2e année, de 1re année, ce qui peut le conduire à devoir faire face à des difficultés pour le reste de sa scolarité. Bon, après, les pratiques peuvent varier d'une université à l'autre. Alors, donc, ça, c'est les rapports avec les étudiants sénégalais qui viennent suivre des études au Sénégal, mais vous avez également le Sénégal comme terrain de recherche. Et donc, justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les travaux que le département de géographie de l'UFR3 mène au Sénégal, en géographie physique, ton domaine, ou dans d'autres domaines de la géographie? Nous avons des formations qui sont professionnalisantes. Avant, nous faisions la distinction entre les masters recherche et les masters professionnels. Donc maintenant, c'est uniquement des masters. Mais dans les masters dans lesquels je suis, essentiellement le master risque et catastrophes naturelles, eh bien, nous avons des étudiants, donc sénégalais, mais aussi des étudiants français qui partent au Sénégal. Donc là, ça sera plutôt pour le niveau master, où pendant cette année de formation, on demande aux étudiants de réaliser un mémoire de recherche, alors qui autour de 4 mois pour notre formation, donc 4 mois de recherche sur une problématique qui leur intéresse, qui intéresse également le tuteur, et pour lesquels on va essayer de tout mettre en place de façon à avoir une recherche autant fondamentale qu'opérationnelle. L'idée, c'est vraiment d'être à cheval sur ces 2 pans, recherche fondamentale, recherche-action, recherche opérationnelle, de façon à ce que l'étudiant utilise ses connaissances fondamentales pour une problématique très appliquée. Parfois même, on répond à certaines commandes d'institutions sur lesquelles nous allons travailler de concert sur cette problématique avec des étudiants, pas un seul, des étudiants, et proposer, je ne sais pas moi, des stratégies, des actions sur une problématique d'aménagement du territoire, par exemple. Alors, concernant ces mobilités, elles se font de 2 manières. Il y a la manière, je dirais, institutionnelle, qui est l'utilisation des accords cadres. Avec l'Université de Montpellier, nous avons des accords cadres, donc avec l'UCAD, et également avec l'Université Gaston Berger, à Saint-Louis. Et dans ces accords cadres, il y a la possibilité de financer des mobilités étudiantes et également des mobilités enseignantes. Donc déjà, de façon institutionnelle, on possède des cadres, des accords cadres qui vont nous permettre cette mobilité. Alors je vous avoue que cette mobilité se fait surtout au niveau de la recherche. Ensuite, deuxième possibilité d'établir, je dirais, un projet de recherche au Sénégal avec les Sénégalais, c'est la réponse à des appels à projets. Donc il y a des appels à projets qui circulent. Je pense par exemple à l'AUF, qui finance parfois des projets autour de la formation. Association universitaire de francophonie. Voilà, exactement, oui. Association universitaire de francophonie. Donc l'AUF, vous avez d'autres types d'institutions, par exemple les ONG, qui parfois émettent des appels à projets sur lesquels nous allons répondre en tant qu'universitaires. Donc répondre à ce projet avec une note méthodologique, avec toute l'opérationnalité qu'il peut y avoir derrière et toute la budgétisation aussi qui va accompagner ce projet. Et c'est donc dans le cas de ces projets de recherche, dans ces programmes de recherche, que étudiants et enseignants peuvent mener
un travail de recherche au Sénégal. Alors concrètement, voilà un exemple très concret. Il y a quelques années, donc au Sénégal, nous avions fait un travail, l'amélioration du schéma régional d'aménagement du territoire pour Dakar jusqu'à en intégrant le lac Rose, que vous connaissez bien, le lac Rose, parce que une équipe avait fait une partie du travail, mais finalement il manquait tout un morceau, notamment sur la thématique des risques environnementaux. Et donc de là, un appel à projet a été émis. Un collègue de l'UCAD, le professeur Amadou Diop, qui est donc professeur en aménagement du territoire, a répondu à cet appel à projet qu'il a obtenu. Et ensuite, eh bien, étant donné qu'il fait partie de notre équipe de recherche, donc notre UMR GRED, donc à Paul Valéry, eh bien, il a proposé donc à plusieurs d'entre nous de travailler sur cette problématique autour des risques environnementaux sur ce magnifique lac Rose que j'avais découvert moi au cours d'une mission. Et au-delà de cela, eh bien, nous avons fait donc tout un travail de terrain, un travail de bibliographie. En mobilisant combien d'étudiants et d'enseignants-chercheurs sur ce Alors, projet ? en enseignants-chercheurs de Montpellier, il devait y avoir 2 enseignants-chercheurs. De l'UCAD, il devait être... il y avait le professeur Amadou Diop et ensuite des étudiants, je pense qu'il y avait à peu près 6 étudiants pour des enquêtes menées auprès des personnes, auprès des agriculteurs, parce que les risques environnementaux sur le lac Rose, c'était notamment les problématiques de salinisation des sols et des nappes phréatiques. Et donc il y avait tout un questionnaire qui avait été fait auprès de ces agriculteurs pour connaître un peu leur perception par rapport à ce phénomène de salinisation. Donc ça a permis de mobiliser toute une équipe pendant plusieurs mois, avec à la fin une restitution orale et ensuite une restitution écrite, de façon de répondre à cet appel à projet. Donc voilà un exemple très concret d'étude qui avait été faite donc, au Sénégal. Justement sur cet aspect restitution, valorisation, vulgarisation, est-ce que ces recherches ont vocation à être ensuite diffusées au Sénégal et ailleurs? Alors c'est vrai que d'accord, dernière. Alors sur le plan de la valorisation des recherches et des travaux, c'est toujours délicat, toujours très délicat finalement de partir d'un travail opérationnel et ensuite de revenir sur un travail académique avec une publication scientifique, je dirais très classique. Néanmoins, ça reste possible. Par exemple, nous avons avec le professeur Amadou Diop a depuis plusieurs années mis en place, a créé une revue, la revue Territoire d'Afrique. C'est une revue donc, qui est accessible en ligne, dans laquelle chaque année, il y a une thématique, le foncier, les risques climatiques, le littoral. Chaque année, il y a une thématique et donc une publication qui met en valeur tous ces travaux. Des travaux scientifiques, mais aussi des travaux qui avaient, ayant un trait à l'opérationnalité. Donc ça, par exemple, c'est une véritable valorisation sur un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ponctuel comme une publication scientifique. On est vraiment sur une revue annuelle et qui fonctionne très très bien. Ensuite, de façon plus ponctuelle, moi j'avais dirigé il y a quelques années un hors-série dans la collection Géorisque sur les risques naturels en Afrique de l'Ouest. Alors ça englobait bien entendu le Sénégal, mais ça allait au-delà dans la sous-région. Et puis dans ces valorisations, on va retrouver aussi tous les strates, tous ces schémas régionaux d'aménagement du territoire. Certes, scientifiquement, c'est difficile de le faire prévaloir, mais à la fin, quand même, ce sont souvent des ouvrages de 200 à 300 pages qui sont constitués avec un corpus de cartes. C'est quasiment un atlas géographique que l'on retrouve dans ces strates. Les cartes, les géographes s'y retrouvent. On s'y retrouve. Et donc, c'est aussi des éléments qui restent. On l'a dans les mains, on peut le toucher. Et puis, pour aller plus loin, là, on parle du passé, mais peut-être dans l'avenir. Là, on va essayer d'organiser un voyage avec nos étudiants de master gestion des risques et des catastrophes naturelles au Sénégal dans 2 ans. Donc là, de façon à travailler de concert avec nos collègues de l'UCAD et de Gaston Berger, de façon à créer donc toute une synergie entre les étudiants sénégalais et les étudiants de Paul Valéry pour ce voyage d'études que l'on fait chaque année, donc pour ces étudiants de Master 2. Merci Tony.